Bonsoir tout le monde, on est très content de retrouver Georges Pira chaque 2 semaines grâce à Midrashet Yehuda Manitou et on continue sur nos pirates, le portrait des Juifs, des Juifs, des pirates, des Les Chavot. pirates juifs des Caraïbes. OK? Ah ben voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et d'abord, une bonne petite nouvelle, comme on a l'habitude. C'est le mariage cette semaine de la petite fille de Régine et de Francis Marx. Et donc, on leur dit un grand Mazel Tov. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. On en aimerait plein des comme ça. Et puis, on espère que maintenant le calme est revenu dans notre pays, en tout cas au niveau des frontières. Au niveau intérieur, c'est autre chose, mais ce n'est pas l'objet de notre soirée. Et donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, avec un petit résumé de ce que nous avons vu. On était dans le schéma général, dans l'histoire générale de ces pirates juifs des Caraïbes, et j'avais terminé en vous expliquant que la Jamaïque est devenu un repère de boucaniers et de marchands juifs. Et puis, une fois que l'Angleterre a mis la main sur la Jamaïque au milieu du XVIIe siècle, les Juifs ont convaincu les Anglais de faire venir, d'abord, de laisser venir plein de Juifs qui sont venus de partout dans le Nouveau Monde pour se réfugier dans cette terre presque promise. Ce n'est évidemment pas Eretz Israël, mais une terre où ils étaient à l'abri des agressions de l'Inquisition, et donc beaucoup de Juifs rappliquent vers la Jamaïque. En même temps, les Juifs vont inciter, attention, c'est quand même des conversos, ce sont des Juifs cachés, mais ils savent très bien qui ils sont, ils vont inciter les Anglais et obtenir leur accord pour faire venir des boucaniers des Antilles, et ces boucaniers vont constituer ensemble ce qu'on appelle les Frères de la Côte, une association de bandits, il faut le dire quand même, mais du bon côté de la barrière, et qui vont dominer toute la piraterie à l'époque dans la région. Ce sera le bras armé de la Jamaïque qui réussira en 15 ans, organisé et financé par les conversos installés en Jamaïque, à briser littéralement l'échine de l'Empire espagnol. Et ça, c'était le but. Savoir quand même que ces gens qui se sont battus comme ça, un combat difficile évidemment, ils ont gagné, et il a été gagné par des conversos qui sont restés fidèles au judaïsme en cachette, bien entendu, pendant plus de 150 ans, ce qui n'était pas évident parce qu'ils allaient à l'église, il fallait montrer patte blanche, mais sont restés profondément juifs, et c'est à ce titre qu'ils ont combattu uniquement les vaisseaux espagnols. Donc, l'échine administrative et commerciale de l'Espagne est brisée. Le dernier acte de cette attaque contre les Espagnols, c'est l'amiral Morgan, un Anglais, pirate à ses heures et corsaire à d'autres heures. Je vous avais expliqué la différence. Le pirate est un hors-la-loi, le corsaire est un hors-la-loi, mais mandaté par un pays. Donc, aux yeux de ce pays, il n'est pas hors-la-loi, puisqu'il a mandat d'un roi d'attaquer les vaisseaux d'une puissance ennemie. Et donc, l'amiral Morgan lance 6 attaques sur terre, donc au Venezuela et dans le ventre mince entre l'Amérique du Nord et du Sud, et ça se terminera par l'incendie de Panama, de la ville de Panama, et les Espagnols vont être obligés de signer un traité, le traité de Madrid de 1670, qui confère la Jamaïque aux Anglais. Après, je vous avais parlé de Christophe Colomb, parce que ça, c'était le schéma général. Puis maintenant, on rentre un peu plus dans les détails. En fait, toute l'affaire commence avec Christophe Colomb, évidemment. Et après beaucoup de péripéties, je ne vous rentrerai pas dans les détails, il obtient beaucoup de difficultés pour se faire financer par le roi d'Espagne pour son expédition. Nous sommes en 1492. Et finalement,
le trésorier du roi, qui s'appelle Louis de Sant'Angelo et qui est un converso lui-même, finance sur ses propres deniers cette première expédition avec un espoir, l'espoir de trouver une terre pour les Juifs cachés, les Juifs conversos. Colomb ne vient pas les mains vides. Il a un dossier avec les cartes d'un autre Juif, le plus grand cartographe de l'époque qui s'appelle Abraham Zacuto. Et par contre, il a des exigences envers le roi d'Espagne. Il exige d'être nommé vice-roi des terres qu'il va découvrir. Le roi s'y oppose. Je vous passe les détails, on les a vus. À la fin du compte, le roi est d'accord. Il signe que Christophe Colomb sera vice-roi des terres nouvelles qu'il va découvrir et que ce titre sera héréditaire sur sa descendance. C'est très important pour la suite de l'histoire. Alors, cette condition d'être vice-roi est essentielle aux yeux de Sant'Angelo parce que c'est le moyen de faire de cette terre une terre protégée pour les conversos. Et puis, il part. Alors, Colomb, est-ce que c'est un converso? Probablement. C'est le fils d'un tisserand de Gênes qui s'est installé à Gênes un siècle plus tôt, 1391. 1391, c'est la date du pogrom de Séville. C'est là que commence la destruction du judaïsme d'Espagne. Alors, il est soutenu par les lettrés espagnols qui sont absolument convaincus que la Terre est ronde. Ce n'est pas évident à l'époque, pas du tout. Sauf que le Zohar, 2 siècles auparavant, nous dit déjà la Terre est ronde. Voilà, mais là, maintenant, il y a des lettrés espagnols, contre d'ailleurs l'avis de l'Église, qui considèrent que la Terre, elle est ronde. Et, excusez-moi, Christophe Colomb fera 4 voyages en tout, vers toujours donc les Amériques. Ses descendants, plus tard, tiendront parole à l'égard des Juifs conversos et notamment à l'égard de ces jeunes qui sont restés fidèles à Colomb lors de la mutinerie dont je vous avais parlé. Et cette mutinerie, c'est l'histoire de l'échouage des bateaux de Christophe Colomb sur une île. Il s'agit de la Jamaïque, en fait. L'histoire des médaillons d'or, l'histoire de la mutinerie et finalement du sauvetage de Christophe Colomb et de son équipage, en tout cas son équipage resté fidèle, malgré le gouverneur d'Hispaniola qui s'appelle Ovando et qui voulait à tout prix sa mort, mais ça ne va pas réussir. Je vous ai aussi raconté l'histoire des frères Porras, qui étaient les meneurs de la mutinerie, et je vous en ai parlé parce qu'on va les retrouver ce soir, ces 2 coquins. Vous verrez ça tout à l'heure. Et puis, ces jeunes marins, ces jeunes mousses qui sont restés fidèles à Christophe Colomb, étaient tous des conversos. Ils ont été envoyés ou acceptés par Colomb parce que d'une part, leurs parents ont participé au financement de l'expédition, des parents qui voulaient les envoyer loin, loin de l'Inquisition où on ne pourrait pas les atteindre. Et donc, quand Christophe Colomb est récupéré par un bateau et ramené à Hispaniola, il refuse de continuer et de rentrer en Espagne et reste à Hispaniola. Voilà. Je vous ai raconté l'histoire de l'éclipse de lune avec le chef indien Huero, parce qu'il ne voulait plus alimenter les marins de Christophe Colomb, parce que les mutins s'étaient montrés extrêmement violents et rapaces avec ces Indiens. Bon, finalement, là, avec l'histoire de l'éclipse de lune, il va obtenir de nouveau leur accord. Je vous ai parlé aussi de Diego Mendes, le bras droit de Christophe Colomb. Et l'or, ces fameux médaillons, qu'est-ce qu'il est devenu? Possible qu'il ait été caché, confié par Christophe Colomb, qui n'avait pas confiance en Ovando. Il a été caché par le chef Huero. Possible, on n'en sait rien. Toujours est-il que Christophe Colomb revient en Espagne. Le roi lui propose une très belle demeure et une très grosse rente à condition qu'il renonce à son titre de vice-roi et il refuse. Il décède finalement le 20 mai 1506.
Pardon. 3 ans plus tard, le fils de Colomb, Diego, est nommé gouverneur de Hispaniola. Et il envoie en Jamaïque les Portugais. Les Portugais, vous savez, ce sont ces jeunes qui ont refusé de rentrer en Espagne, qu'on appelle les Portugais, c'est un surnom qu'on leur a donné, et qui sont donc restés à Hispaniola. Et ce retour des Portugais en Jamaïque va nourrir, alimenter la légende de la mine d'or de Christophe Colomb, parce que pourquoi est-ce qu'ils sont retournés là-bas si ce n'était pas pour trouver de l'or? Ce petit groupe de jeunes est emmené par un chef, un dirigeant, qui s'appelle Juan de Esquivel, qui lui-même est un converso et qui va fonder la ville de Melilla. Melilla, et je vous avais raconté que cette ville est homonyme d'une ville au Maroc espagnol, qui est la seule ville où l'Inquisition n'a jamais pu agir, où elle n'est jamais venue et où les Juifs étaient tranquilles par rapport à l'Inquisition. Melilla. C'est le début de la colonisation donc de la Jamaïque, qui va devenir un havre de paix pour Juifs persécutés. Alors on en était là, et si vous voulez bien, on va continuer. 1511, vous allez voir, c'est absolument stupéfiant de voir tous ces mouvements de bateaux, de navigateurs, de marins qui viennent dans tous les sens. C'est absolument étonnant. Donc, 1511, débarquent plusieurs navires avec quelques milliers d'immigrants. Ils mouillent à Santa Gloria. Santa Gloria, c'est la plage où s'étaient échoués les bateaux de Christophe Colomb en Jamaïque. Alors, ces gens, ils viennent avec l'espoir de trouver de l'or, évidemment. Ils construisent au nord de la Jamaïque une nouvelle ville qui s'appelle Nueva Sevilla, la nouvelle Séville, qui doit concurrencer Séville, Nueva Sevilla del Oro, donc la nouvelle Séville de l'or. C'est une ville longue de 3 km, c'est très grand pour l'époque quand même, et cette ville se voulait rivale de Séville. Cela dit, à la différence des Portugais dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces petits jeunes, ces gens viennent pour gagner de l'or. Ce sont des gens de petite noblesse complètement désargentés. On a eu le même phénomène à l'époque des croisades, où des jeunes nobles désargentés sont partis en Terre Sainte et ont constitué là-bas des grands domaines agricoles. Bien, alors ces gens viennent, sont des chrétiens, clairement. Ils sont issus de petites noblesses désargentées et viennent pour faire fortune. Alors, ils étaient certains que sur cette île, l'or poussait sur les arbres comme des fruits. Une grande désillusion, ça ne marche pas comme ça. Alors, il faut creuser. Il faut creuser le terrain. Quand même, des nobles ne vont pas se salir les mains. Donc, c'est un travail pour les indigènes, pour les Indiens qui habitent la Jamaïque. En 10 ans, les quelques mines, il y en avait, mais très peu riches, sont exploitées. Sauf qu'une part de l'or revenait à Diego, vice-roi de Jamaïque, le fils de Christophe Colomb. Une autre part revenait au roi d'Espagne. Il ne reste plus grand-chose pour ces hidalgos que les yeux pour pleurer. Et puis après, il y a des problèmes qui vont avec les Indiens. On va voir ça tout de suite. Alors, parmi ces hidalgos, il y a 2 vieilles connaissances dont je viens de vous parler tout à l'heure, ce sont les frères Portas. Ces marins mutins qui s'étaient rebellés contre Christophe Colomb, et s'ils reviennent, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont trouver de l'or en Jamaïque, et pour le moins la mine d'or de Christophe Colomb. Évidemment, ils seront déçus du voyage, l'or est rare, mais par contre, la terre est très fertile. Alors, on commence à installer des exploitations agricoles. Il y a une moyenne de 150 à 200 Indiens qui travaillent pour un colon. Donc, c'est vraiment de l'esclavage pour le coup. L'élevage est très rentable. La vie est douce, d'autant plus qu'il y a tout un harem de petites indiennes qui ont été converties au christianisme et qui font les douces nuits de ces nobles espagnols. Et donc, l'île se développe, elle ravitaille les bateaux,
elle fournit des chevaux pour les conquistadors qui vont vers l'Amérique latine. Seulement, en alsacien, on dit que les arbres ne poussent jamais tout droit jusqu'au ciel. Eh ben là, c'est la même chose. Il y a un problème qui se pointe, c'est la fièvre. En fait, les Indiens arawaks, qui étaient originaires de cette île, tombent malades parce qu'ils ne supportent pas les virus qui sont apportés par ces Européens qui véhiculent des maladies qu'on sait peut-être soigner ou en Europe, mais qui les contaminent terriblement. Donc, ils meurent, beaucoup d'entre eux meurent, et finalement, ils seront totalement décimés par la variole, et tout le monde veut quitter ce lieu maudit. Décimé, il y a pratiquement plus d'Indiens qui survivent, donc pas de main-d'œuvre, et tout le monde veut quitter ce lieu maudit. Ils sont arrivés en 1511, on est en 1513. Beaucoup de colons vont quitter la Jamaïque et tentent Cuba, mais laissent derrière eux leurs domestiques portugais qui s'installent dans le sud de l'île pour continuer les cultures vivrières. Pardon, je sors d'un rhume, alors je tousse encore un petit peu. Alors, ces domestiques qui restent dans l'île, pas tellement intéressant de parler des domestiques, eh bien si, figurez-vous, on les appelle les caïgues, les caïgues. C'est pas en espagnol, je ne sais pas bien le prononcer. En fait, ces domestiques font partie des bagages, des valises des colons. Et en tant que faisant partie des bagages des colons, ils n'ont pas l'obligation, à l'inverse des colons, de faire la preuve de la pureté du sang, cette fameuse garantie qu'ils sont chrétiens authentiques d'origine. Et donc, vous comprenez très bien pourquoi je vous en parle, parce que la grande, presque la totalité de ces domestiques sont en fait des conversos qui, grâce à leur domesticité, ont pu fuir l'Espagne ou le Portugal et se réfugier dans une terre vierge où l'Inquisition peut-être ne les atteindra pas. En tout cas, c'est pour fuir l'Inquisition. Ce sont tous pratiquement des crypto-juifs réfugiés. Alors, les colons partent. Les domestiques restent, ils s'installent dans le sud, qui devient florissant. Par contre, Nueva Sevilla, la belle ville qu'ils ont construite, décline complètement et finit par disparaître. Il n'y aura jamais de communauté juive reconnue ès-qualité en Jamaïque, formellement reconnue, jamais. Mais on a une remarque cryptée d'un certain Peter Martyr, c'est le chroniqueur royal des Indes, et qui écrit en 1511 une référence aux conversos. Il est nommé abbé de la Jamaïque en 1514, pardon, et il écrit au roi, je le cite, « Il y a ici 2 grands foyers de peuplement, mais seulement l'un des 2 érigera des églises. » Les choses sont claires, il dit les choses de façon voilée, puis il ne s'avance pas trop non plus, parce qu'il est tout seul dans cette île, il ne faudrait peut-être quand même pas qu'il exagère. Alors, Christophe Colomb, clairement, avait navigué pour trouver des richesses, mais avant tout, il avait probablement une autre idée en tête, c'est de trouver une terre qui puisse servir de refuge pour les Juifs persécutés. Alors, une ville, une île où les Juifs séfarades, pour le coup séfarades, c'est-à-dire espagnols, seraient loin de l'Inquisition. Et il faut dire que les héritiers de Christophe Colomb vont respecter son projet et ce qu'il avait promis au fameux groupe de Portugais, ses marins fidèles. L'Inquisition a le droit de pénétrer dans toutes les terres qui appartiennent à la couronne d'Espagne. Il n'y a aucun problème. Son rôle est de chasser les hérétiques. Mais la famille de Colomb va tenir tête à la couronne et n'autorise personne à mettre en doute la sincérité de la foi de ses protégés. Et donc, l'Inquisition n'arrivera jamais à mettre le pied en Jamaïque. Il y a une condition quand même, il faut que ces réfugiés jouent le jeu
et continuent à vivre cachés derrière le masque de chrétien. Néanmoins, ils échappent à l'Inquisition. Voilà la promesse de Christophe Colomb. Donc, on discute beaucoup, est-ce que oui, est-ce que non, il a été un converso ou pas. Il semblerait quand même que par tous ces actes, y compris des annotations sur les cartes d'Amérique, son nom, excusez-moi. Enfin, peu importe, les cartes qu'il avait emportées pour son voyage, il y a des annotations en lettres hébraïques. Et donc, plein de choses concourent à assurer, à circonscrire la personnalité de converso de Christophe Colomb. Donc, ça, c'est le premier personnage de notre histoire des pirates juifs aux Caraïbes. Mais lui, ce n'est pas un pirate, Colomb. Alors, on va voir la suite de l'affaire. Et ce soir, on a une galerie de quelques personnages qui sont vraiment très hauts en couleur. On ne les fera certainement pas tous ce soir, mais l'Espagne procède à une épuration ethnique, il faut bien appeler un chat, et donc un certain nombre de Juifs s'enfuient avec les explorateurs pour échapper à l'Inquisition. Ça, c'est vu. Ce qui est moins évident, c'est que c'est un voyage sans retour et qu'il ne doit pas être étonné que ces premiers voyageurs seront en fait des gens qui s'expatrieront de façon définitive et feront souche dans le Nouveau Monde. Ce sont les premiers immigrants définitivement implantés en Amérique. Alors, la majorité sont déguisés en chrétiens, nous l'avons vu. D'autres refusent de vivre cachés. Enfin, ça, c'est un petit peu mouvant, un peu plus, un peu moins caché. Mais il y a des personnages qui sont véritablement très intéressants. Le premier, il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle Moncaïd Gaspar, un autre s'appelle Fernando de Noronha, un autre s'appelle Cabrillo, un autre Hernando Alonso. Alors lui, c'est un peu triste parce que Hernando Alonso sera le premier converso conquistador qui sera brûlé vif par l'Inquisition. Mais ça, c'est une histoire que je vous raconterai probablement pas ce soir. Alors, ces gens sont des hors-la-loi dans le monde civilisé, clairement, puisqu'ils sont juifs cachés. Mais ces juifs sont devenus véritablement des experts pour explorer des nouvelles contrées. Ce sont les meilleurs géographes et les meilleurs cartographes de l'époque. Nécessité fait loi, mais rappelez-vous, on avait parlé des cartographes de Livourne, site de l'Italie, qui étaient les meilleurs cartographes de l'époque pour la découverte du Sahara. C'est une histoire que nous avons vue il y a un bon moment. Et ils ont fait autre chose, ils ont perfectionné les instruments de navigation et également les cartes du ciel qui sont tellement importantes pour naviguer parce qu'on se repère par rapport aux étoiles. Et donc, ce sont des gens extrêmement compétents, tellement compétents que quand le besoin s'en fait sentir, on laisse les préjugés de côté et même le roi n'hésite pas à faire appel aux Juifs pour participer et aider à l'organisation de ces expéditions de découvreurs. Trois des plus célèbres navigateurs de l'histoire donc du début du XVIe siècle, c'est là toutes ces grandes découvertes. Le portugais Vasco de Gama, c'est un nom que vous connaissez, ses dates c'est 1469-1524. Le portugais Pedro Alvarez Cabral. Cabral, c'est un nom qu'on va retrouver, figurez-vous. Ce sera l'instigateur de la révolte contre les Portugais au Cap-Vert. Nous sommes là au XXe siècle. Mais vous allez voir pourquoi je vous signale ça au passage, parce que nous allons parler du Cap-Vert. Le troisième, c'est aussi quelqu'un que vous connaissez bien, un Florentin, Amerigo Vespucci. Ça, c'est un nom qui vous dit quelque chose. 1454-1512. Ils sont tous à la même époque. Ils ne se connaissent pas toujours, mais ils vont se rencontrer. Ces trois personnages, ces trois découvreurs essentiels,
vont tous faire appel à un même mystérieux pilote ou guide ou navigateur. On revient un tout petit peu en arrière, 1494. Le Alexandre VI Borgia, le pape, est persuadé que Colomb a découvert la route des Indes, il ne le sait pas encore, et il prend une map monde, et puis il tire un trait au milieu de l'Atlantique, voilà. À l'ouest, tout ce qui est à l'ouest appartiendra à l'Espagne, tout ce qui est à l'est appartiendra au Portugal. Tout ça, c'est confirmé par le traité de Tordesillas. Donc, une moitié pour l'Espagne, une moitié pour le Portugal. Ah oui, d'accord, mais un petit problème là. Il y a d'autres puissances en Europe. À l'ouest des Açores, pour l'Espagne, le reste pour le Portugal. Et les autres, la France, l'Angleterre, la Hollande, se voient refuser tout droit sur ces nouvelles terres. Alors, vous imaginez bien, on a là déjà la source de futures guerres entre ces nations pour prendre du territoire, et c'est l'Angleterre qui va prendre la Jamaïque dans quelques années. Enfin, dans pas mal d'années, 150 ans quand même. Voilà. Alors, 3 ans plus tard, le roi Manuel du Portugal charge Vasco de Gama de trouver la route des Indes par le sud de l'Afrique. Christophe Colomb est parti pour le compte du roi d'Espagne. Là, on est avec le roi du Portugal. Il faut trouver la route des Indes en passant par ce qu'on appelle le cap de Bonne-Espérance, sud de l'Afrique. Qui c'est Vasco de Gama? C'est un érudit, un noble, qui reconnaît très humblement avoir tout appris, mathématiques, astronomie, navigation, carte du ciel, de son tuteur qui était juif. Bien. Il quitte Lisbonne en juillet 1497 avec 170 hommes sur 4 bateaux. En septembre 1499, donc 2 ans plus tard, il est de retour avec seulement 2 bateaux, une cinquantaine de matelots et quelques épis et quelques breloques. Et encore, ce retour a été possible grâce à sa rencontre avec un navigateur juif. C'est donc, au départ, grâce à ce navigateur juif, que le Portugal a battu l'Espagne dans la course aux Indes. Et ça, c'est une chose, ça, c'est une performance géographique, si vous voulez. C'est grâce à ce navigateur que le Portugal a ouvert la voie des Indes et a pu monopoliser, ça c'est beaucoup plus intéressant, le commerce extrêmement lucratif des épices. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Vasco de Gama, il se rapproche des Indes et avant d'aborder une ville qui s'appelle Calicut, c'est pas Calcutta, hein. Calicut, c'est dans le Kerala, c'est dans le sud-ouest de l'Inde. Il fait escale dans une petite crique parce qu'il faut nettoyer les bateaux. Avec toute la navigation, il y a des coquillages, il y a des algues, le poids du bateau s'alourdit, il faut le nettoyer pour pouvoir le charger de richesses à ramener au Portugal, évidemment. Puis arrive une petite embarcation. À la proue de cette embarcation, il y a un grand bonhomme, une barbe blanche, c'est un blanc. Il est habillé comme un arabe, avec une djellaba. Et très curieusement, ce bonhomme parle parfaitement l'espagnol. Et le monsieur qui l'accompagne, son compagnon, parle le dialecte de Gênes. C'est extrêmement curieux. Alors il dit qu'il s'appelle Moncaïd et qu'il dirige le port de Calicut et que son maître, le Raja Samorin, l'a envoyé pour l'accueillir. Et puis Vasco de Gama se méfie un petit peu, il l'arrête et découvre qu'en fait Moncaïd commande la flotte du Raja Samorin et que tout à côté, il y a 4 bateaux qui sont prêts à faire prendre l'assaut, les bateaux de Vasco de Gama d'assaut, si les affaires ne se passent pas bien, s'il y a la moindre difficulté. Donc finalement, on s'entend,
Moncaïd pilote Vasco de Gama jusqu'à Calicut et le présente au Raja. Moncaïd dit à Vasco de Gama qu'il est un nouveau chrétien déguisé en mort. Bien. Et Vasco de Gama écrit dans son journal de bord, c'est un juif renégat et malgré ses cheveux gris, il n'a pas plus de 40 ans. Alors le Raja Samorin est prêt à commercer avec Vasco de Gama, sauf qu'il se sent littéralement insulté quand celui-ci lui propose vraiment des breloques en échange de bijoux et de pierres précieuses de grande valeur. Et ça tourne au vinaigre, cette histoire-là. Il y a des prises d'otages, il y a des menaces. Enfin bref, je vous passe les détails de l'épisode. Finalement, Vasco de Gama réussit à repartir avec une petite cargaison qu'il a échangée par ailleurs, non pas avec le Raja, d'épices et quelques petits bijoux, mais il repart accompagné de Moncaïd, qui est trop heureux de pouvoir fuir les Indes parce qu'il est détesté par les Arabes. Les Arabes en Inde, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? En fait, les Arabes sont présents en Inde depuis 1407, 90 ans avant. Et ils font du commerce avec les Indiens d'Inde. Les Indiens, ce sont les habitants des Indes. Les hindous, c'est une religion. Et ils ne sont pas du tout contents de Moncaïd, qui leur a amené un concurrent dans les pattes, et lui en veulent terriblement. Donc, il s'enfuit avec Vasco de Gama et repart vers le Portugal. Arrivé au Portugal, Moncaïd se dévoile, il dit qu'il s'appelle Alonso Pérez, que c'est un juif de Castille, et qu'il souhaite se faire baptiser pour pouvoir œuvrer au profit du roi du Portugal, le roi Manuel. Vasco de Gama devient son parrain, et donc notre Alonso Pérez s'appelle maintenant Gaspar de Gama. Donc le parrain étant Vasco de Gama. Mieux que ça, c'est un drôle de personnage quand même. Le roi Manuel est absolument enthousiasmé par ce personnage qui lui parle de ses voyages, d'îles lointaines, de pays lointains, de villes, de peuples, etc. Tant et si bien qu'il le fait chevalier. Chevalier, un juif qui vient de se convertir, qui est fait chevalier par le roi du Portugal. Ces récits exotiques l'enthousiasment et il en fera vraiment presque un confident. Mais toute sa vie, le roi Manuel l'appellera Gaspard le pilote juif. Gaspard le pilote juif. Ça restera donc collé à sa personne. Alors, le roi Manuel pense qu'il est toujours dans la course pour l'Asie et il ne savait pas que Christophe Colomb était en route, sauf que Christophe Colomb, il s'est planté, il est parti vers l'Amérique, tout ça vous le savez. Le roi demande à Vasco de Gama de repartir. Vasco de Gama, c'est plus un gamin, il est fatigué, en plus il vient de se marier, alors il n'a pas tellement envie de partir en mer, et il propose au roi un noble bien en cours qui s'appelle Pedro Alvarez Cabral, Cabral qui est le nom qu'on retrouvera au Cap-Vert et qui va ainsi initier la révolte contre le Portugal en 1960, quelque chose par là, pour acquérir l'indépendance du Cap-Vert. Mais c'est une autre histoire. Alors, c'est un type formidable, excellent marin qui n'a jamais mis les pieds sur un bateau. Donc, c'est un peu problématique. Alors, par contre, il a une grande qualité, c'est un chef, c'est un meneur d'hommes. Nous allons voir que ça va lui servir. Alors, le roi lui impose d'emmener avec lui le pilote juif, donc Gaspard, et de toujours, je cite, suivre ses conseils en toutes choses et toutes circonstances, dire la confiance que le roi Manuel du Portugal accordait à ce pilote juif. De plus, il lui impose son médecin personnel, qui, vous l'aurez deviné, est un converso, lui aussi, qui est très doué pour calibrer l'astrolabe de Zacuto. Abraham Zacuto, c'est le nom que je cherchais avant. Les cartes de Zacuto étaient annotées en hébreu par Christophe Colomb.
très doué pour calibrer cet astrolabe. On n'a pas beaucoup de matériel de navigation. Et également capable de cartographier la route qui doit mener aux Indes. Et donc son médecin, qui s'appelle Mestre Joao, va l'accompagner sur injonction du roi. Mars 1500, Cabral lève l'ancre avec 13 navires chargés de très belles marchandises, parce que le coup de la dernière fois avec le Raja à Santorin, ça ne marche plus. Le Raja Samorin, pardon. Et donc, il amène des belles marchandises. Il est probable que c'est sur cette expédition, mais ce n'est pas avéré. Je vous ai raconté il y a bien longtemps, quand on a parlé des Juifs du Sahara, de l'Atlas marocain. Vous avez aussi parlé des Juifs du Cap-Vert, et que le roi du Portugal avait déporté au Cap-Vert 2000 enfants âgés entre 3 et 10 ans, volés à des familles juives, et qui les a expédiés au Cap-Vert avec quelques chefs pour les entourer, et qu'ils ont fait souche là-bas. Et d'ailleurs, pour terminer cette histoire, ce n'est pas avéré que ce soit dans cette expédition, il y a de fortes chances. 2000 enfants. Ce qui est intéressant, c'est que le premier président élu du Cap-Vert en 1975, quand le Cap-Vert a acquis son autonomie, s'appelle Pereira. Or, Pereira, c'est un nom juif. Donc, il est fort à parier, je ne peux pas vous le prouver, que le premier président du Cap-Vert est en fait descendant de Juifs du Portugal, 500 ans après. Pour la petite histoire, mais rien ne se perd, c'est tout à fait étonnant. Donc, il appareille avec ses 13 navires chargés de marchandises, et arrivé au large du Cap-Vert, justement, il mouille là-bas, il fait escale. C'est pour ça que je dis qu'il est fort probable, parce que c'est à la même époque que ses enfants ont été déportés là-bas. Sauf qu'après, il y a des vents contraires et des courants qui déportent sa flotte vers l'Amérique, et pas du tout vers le sud de l'Afrique. Et il part donc pas vers le Cap de Bonne-Espérance, mais vers l'Amérique. Et un matin, la vigie crie terre. Cabral venait d'arriver avec sa flotte sur la côte brésilienne. Ah, jamais parlé du Brésil encore. La côte brésilienne. Or, il se trouve que 2 ans auparavant, Christophe Colomb avait longé cette côte, mais n'a pas accosté. Et notamment, il était passé au large de l'embouchure de l'Orénoque. Et il écrit à la reine Isabelle, « J'ai cru arriver au paradis terrestre, là où nul ne peut ancrer, que sinon par la volonté de Dieu. » Or, ces plaines fertiles de l'Orénoque, vous les connaissez, s'appellent aujourd'hui le Venezuela. Et Venezuela, c'est la petite Venise. Regardez comme tout s'enchaîne. Voilà. Alors, là, on est en petite Venise. Alors, Cabral longe le littoral, il s'arrête dans une baie, Porto Segna, et il plante une croix avec les armoiries du Portugal, alors que il sait parfaitement qu'il passe outre la décision du pape du partage par ce coup de crayon dans l'Atlantique, la ligne de marcation, pas de démarcation, de marcation du pape entre l'Espagne et le Portugal. Mais il a à bord un spécialiste des cartes, Mestre Joao, qui détermine avec son astrolabe la latitude très exacte, à un demi-degré près d'après les mesures contemporaines, c'est-à-dire 17 degrés sud, et donc on vient de découvrir le Brésil, mais en plus, Joao lui explique que là où on se trouve, ça appartient au Portugal, et non pas à l'Espagne. Et donc, il a planté cette croix à un juste titre. C'est très intéressant pour des raisons politiques très compliquées. C'est que le rapport de Maître Joao n'a pas été publié pendant 5 siècles et il est apparu officiellement qu'au début des années 2000. On l'a masqué pendant tout ce temps parce qu'il contredisait probablement, parce qu'il contredisait une décision papale ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Alors, le Brésil a été découvert
Et puis, Joao, le médecin, astronome aussi, partage ses observations avec Gaspard et puis 2 autres savants qui sont à bord. Et puis, ils discutent beaucoup. Et en fait, ils pensent qu'ils viennent de découvrir un nouveau continent parce qu'on pensait jusque-là que l'Asie, l'Europe et l'Amérique formaient un seul continent. Et ils déterminent qu'en fait, il s'agit d'un nouveau continent qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc une carte du monde est en train de se dessiner. Avant Cabral, il est pressé parce que sa destination, ce n'est pas le Brésil, c'est les Indes. Donc, il reprend la mer, direction l'Afrique du Sud et les Indes. Il y a du mauvais temps, il y a des tempêtes. 6 de ces bateaux coulent. Et finalement, il arrive en Inde avec la moitié de sa flotte. Là, le Raja de Samorin l'accueille très, très bien parce qu'il vient avec une très belle marchandise et tout se passe vraiment bien, à tel point d'ailleurs que le Raja alloue aux Portugais un entrepôt pour stocker leurs marchandises à la fureur des marchands arabes. Et ces marchands arabes vont piller l'entrepôt, tuer un certain nombre de marins et forcer les autres marins à retourner sur les bateaux, retour à la maison. Et un problème, c'est que ces entrepôts ont été accordés par le Raja de Samorin. Et il ne bouge pas. Il ne lève pas le petit doigt pour aider l'équipage qui se fait attaquer. Alors, Gaspard, qui connaît bien le Raja puisqu'il a travaillé pour lui, conseille à Cabral une riposte rapide. Je vous ai dit tout à l'heure, Cabral, c'est un chef. Effectivement, Cabral aborde une dizaine de bateaux arabes, tue tout le monde. Bon, voilà son compte-rendu. Nous avons tué 500 hommes, capturé 20 autres, plus 30 cachés dans les cales, et nous avons trouvé 3 éléphants que nous avons mangés. Ben oui, ça fait de la viande. Et puis, nous avons déchargé les bateaux et les avons brûlés. Le lendemain, nous avons bombardé la ville. C'est une vengeance contre le Raja, qui n'a pas bougé. Nous avons bombardé la ville. Il y a eu beaucoup de victimes et de dégâts. Alors, Cabral, ce n'est pas un navigateur, je vous l'ai dit, mais c'est un sacré combattant et il est hargneux. Alors, après le sac de Calicut, Gaspard conseille à Cabral, au capitaine, de voguer vers le sud de l'Inde, vers Cochin. Ça vous dit quelque chose, la communauté juive de Cochin. Cochin est vassal de Samorin. Et le Raja de Cochin déteste le Raja de Samorin. Donc, il est très content de recevoir et d'accueillir Cabral et sa flotte. Et il conclut avec Cabral un traité qui sera le fondement de la suprématie portugaise sur l'océan Indien. Ce n'est pas rien, c'est une suprématie qui va durer 5 siècles. Basée sur ce premier contrat assuré entre le Raja de Cochin et Cabral. Tout cet accord est écrit sur une feuille de palme. Et en voilà le contenu. Mon pays est riche en clous de girofle, cannelle, gingembre, poivre. En échange, je veux de l'or, de l'argent, du corail et des étoffes écarlates, donc rouges. C'est intéressant de voir ce marché. Les épices valaient de l'or. Et donc, il veut de l'or. Et effectivement, les épices étaient vendues à prix d'or dans les pays européens et n'étaient accessibles qu'à la cour des puissants et chez les nobles. Donc voilà. Alors, Cabral repart vers le Portugal, les soutes pleines de poivre, de cannelle, de coton, de soie et de parfum. Sur la route du retour, il refait escale au Cap-Vert et il rencontre là-bas une flotte portugaise qui est guidée par un marchand, qui est bijoutier et qui est un navigateur également. Ce monsieur s'appelle Amerigo Vespucci. Et Amerigo Vespucci se lie d'amitié
avec notre fameux pilote juif Gaspard. Vespucci avait à l'origine navigué avec Colomb. Vous dites, c'est un petit monde qu'on retrouve dans le monde entier, c'est absolument hallucinant. Et ils avaient vogué ensemble, navigué ensemble, mais Vespucci, qui est italien d'origine, n'obtient pas de financement du roi d'Espagne pour monter une expédition. C'est réservé à des Espagnols, certainement pas à des Italiens. Alors il se tourne vers Manuel Ier, le roi du Portugal, et comme celui-ci n'avait pas de nouvelles de Cabral, il n'y a pas de téléphone, hein, ni portable ni autre, il n'y a pas de télégramme. Ça fait plus de 2 ans qu'il est parti, Cabral. Manuel n'a pas de nouvelles, donc il arme une flotte pour Amerigo Vespucci et il le nomme conseiller, et c'est ainsi que les deux vont se rencontrer au Cap-Vert, alors qu'ils travaillent les deux pour le même roi. Gaspard a une formidable connaissance, une connaissance encyclopédique en géographie, et il était source de renseignements pour Vespucci, qui ne se manque pas de récolter tout ce qu'il peut récolter comme information. Oula. Et puis, Vespucci repart, Oula. une expédition pour le Portugal en direction du Nouveau Monde. Il longe la côte sud de l'Amérique du Sud, jusqu'au Rio de la Plata, c'est-à-dire tout à fait au sud de l'Amérique du Sud. De retour à Lisbonne, il dit que le littoral est du bon côté de la ligne de marcation du pape, et donc le Brésil revient au Portugal. Alors, il est au service du Portugal, Amerigo Vespucci. Ça ne l'empêche quand même pas d'en informer son maître florentin, il est originaire de Florence, qui n'est autre que Laurent de Médicis, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, pour lui faire part de sa découverte, évidemment, et il qualifie Gaspard, dans cette lettre, d'homme le mieux informé parmi tous ceux qui conseillent Cabral, parlant plusieurs langues et connaissant beaucoup de villes du Portugal à l'océan Indien, du Caire à Sumatra. Ce sont les propos d'Amerigo Vespucci sur Gaspard à son maître florentin, Laurent de Médicis. En 1507, un géographe allemand qui s'appelle Martin Waldseemüller entend le récit des découvertes de Vespucci, parce que Vespucci va refaire un voyage qui va le mener de la Terre de Feu jusqu'à l'Alaska, en remontant la côte pacifique de l'Amérique. La côte atlantique de l'Amérique, excusez-moi. La côte pacifique, ce sera un petit peu plus tard, avec Magellan. Et ce géographe allemand, qui est surpris des découvertes de cet homme, décide de donner son nom à ce continent. À partir de 1528, les Indes occidentales sont nommées Amérique, d'après le nom de Amerigo Vespucci. C'est une histoire qui est connue. Voilà, ça c'est la fin de l'histoire de Gaspard en Inde. En 1502, il retourne une dernière fois avec son parrain Vasco de Gama, et il retrouve en Inde sa femme qui est juive, elle aussi. Alors, après le sac de Calicut, elle s'est réfugiée à Cochin, et Gaspard tente de la convaincre de se convertir au christianisme pour pouvoir rentrer avec elle au Portugal. C'est une femme pieuse. Élevée dans l'amour du judaïsme, elle refuse catégoriquement de se convertir. Alors, après la chute du Raja Samorin, Gaspard, finalement, va pas repartir au Portugal, parce qu'il a sa femme quand même. Il s'installe à Calicut au service du Portugal et de son gouverneur, puisque Calicut va tomber dans l'escarcelle portugaise, et de là, il va rendre souvent visite à son épouse, qui ne lui pardonnera jamais de s'être converti au christianisme. Ça, c'est la fin de l'histoire de Gaspard, dont Vasco de Gama écrit « Gaspard, le pilote juif, abandonna sa foi avec la même facilité
qu'un serpent abandonne sa vieille peau. Voilà, Gaspard, Moncaïde, Pérez, comme vous voulez, c'est l'histoire de Gaspard, un personnage quand même tout à fait étonnant. Ce qui est aussi très surprenant, enfin en tout cas pour moi, c'est qu'à cette époque-là, en bateau, il faut 1 an, ils ont multiplié les voyages vers l'Amérique, vers les Indes, et ils se rencontrent dans des ports. C'est absolument étonnant comme histoire. Maintenant, je vais vous parler d'un autre personnage, qui est haut en couleur aussi, qui s'appelle Fernando de Noronha. C'est le premier capitaliste de l'histoire, et vous allez voir pourquoi. Au large du Venezuela, on est toujours dans cet archipel de petites îles, les Açores, la Jamaïque, Cuba. Il y a une multitude de petites îles par là-bas. Il y a une petite île dont le principal port s'appelle San Fernando. Je vous parle là de Fernando de Noronha. San Fernando, d'après justement Fernando de Noronha, converso lui aussi du XVIe siècle. Alors, il est à l'origine de l'histoire que je vous raconte. Amerigo Vespucci décrit les immenses forêts dans le delta de l'Orénoque et le long de la côte brésilienne. Et dans ces forêts, surtout, on trouve un arbre qui donne la couleur rouge, une couleur qui est très recherchée en Europe. Alors, Manuel, le roi du Portugal, décide une expédition en partenariat avec Fernando de Noronha, qui est un riche armateur converso. Probablement aussi, on va pouvoir trouver des épices et puis d'autres denrées précieuses, mais enfin, ce qui nous intéresse là, c'est cet arbre qui donne la couleur rouge. Et Fernando invite d'autres conversos à participer à son expédition, pas tant pour l'argent qu'ils vont se gagner, mais pour essayer de les mettre à l'abri, toujours de l'Inquisition. Il part en 1503 avec 7 navires qui font escale sur une île des Caraïbes pour se regrouper. Vespucci est du voyage, mais après cette escale aux Caraïbes, il continuera son voyage tout seul vers l'Amérique du Sud, à la recherche toujours d'un passage vers les Indes. Finalement, il ne va pas le trouver, mais ce sera les détroits découverts par Magellan, détroit de Magellan, en 1520, lors de son tour du monde. On revient à Fernando de Noronha. Il charge un bateau de bois de teinture rouge qui se vend extrêmement bien dès son arrivée à Lisbonne. Et il réinvestit, c'est pour ça qu'on parle du premier capitaliste de l'histoire, il réinvestit immédiatement la totalité des bénéfices dans des campements de bûcherons qui vont s'étendre sur des centaines de kilomètres le long de la côte du Brésil. Imaginez à l'époque, alors quelques bûcherons, un campement, et on va couper du bois. 2 ans plus tard, 2 ans, c'est court, le bois est beaucoup plus rentable que l'or et rapporte 5000 ducats par an. Je ne sais pas combien ça fait aujourd'hui, mais apparemment, ça doit faire une très grosse somme. Alors, Manuel est très content, parce que le roi Manuel, parce qu'il reçoit sa part du gâteau, et il accorde un monopole de l'exploitation du bois à Fernando de Noronha pour 10 ans. En plus, il lui offre une île inhabitée. Une île inhabitée dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il nomme le port de cette île Canaan, ça vous dit quelque chose, et il rebaptise également son bateau à Yudia, donc le juif, quelque chose comme ça, au lieu de Sao Cristavo qu'il s'appelait auparavant. Jamais Fernando de Noronha ne va renier sa culture juive ni son héritage juif. Maintenant, ce monsieur, vous me donnez encore quelques instants, on va faire encore un tout petit bout. Son histoire est rapportée par un monsieur. Pas des nouvelles, l'avocat n'a pas répondu. Pardon? Absolument, continuez. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Alors, le prochain personnage s'appelle Cabrillo. Cabrillo, c'est un vrai rêveur. En 1520,
Joao Rodrigues Cabrillo. Alors, d'où vient celui-là? Eh bien, c'est un de ces jeunes qui sont restés fidèles à Christophe Colomb quand il a échoué sur la Jamaïque. Ah, il est un peu plus âgé maintenant. C'est donc un Portugais, entre guillemets, de Jamaïque. Il rejoint le conquistador Cortés au Mexique, parce qu'il y a la guerre. Et Cabrillo, il arrive avec 30 arbalétriers conversos, donc des juifs, qui sont extrêmement réputés pour leurs compétences comme arbalétriers. Son véritable but, c'est de découvrir les 7 cités d'or, qui évidemment n'existent pas, évidemment, et c'est donc un échec. Alors, 20 ans plus tard, il revient en Jamaïque, le Cabrillo, et 20 ans plus tard, il reprend la mer et atteint la baie de San Diego. San Diego, eh bien, il vient de découvrir la Californie. La Californie. Encore une fois, un converso qui découvre quelque chose. Alors, pendant 5 mois, il va longer le littoral de la côte ouest pour trouver un raccourci vers l'Europe. Il pense que peut-être au nord, là où l'Amérique devient toute mince entre le sud et le nord, il doit y avoir un passage. Peut-être un bras de mer ou un bras de fleuve, quelque chose. Il ne va pas trouver, pour la bonne raison que ça n'existe pas. Ce sera fabriqué plus tard, ça s'appellera le canal de Panama. Alors, manque de chance, ce Cabrillo, il est blessé dans une bataille par des Indiens et il meurt près de Santa Barbara, qui est une ville qui est connue aujourd'hui. Alors, pour des raisons de sécurité à l'époque, évidemment, on ne connaît pas ses ancêtres, on ne connaît pas sa filiation parce qu'il fallait cacher qui on était à cause de l'Inquisition, comme tous les conversos. À l'époque, des Juifs sur une branche éloignée d'une personne, quelle qu'elle soit, c'était suffisant pour l'Inquisition, parce que je vous rappelle que maintenant l'Inquisition ne pourchasse pas les hérétiques ou les gens qui judaïsent en cachette, mais les gens qui ne sont pas de sang pur, qui a été la méthode pour pouvoir contourner le problème des conversos qui trustaient les bonnes places en Espagne. Donc, d'un anti-judaïsme religieux, on est passé à un anti-judaïsme racial. Et là, on peut remonter très loin. Donc, il faut cacher ses origines, cacher sa filiation pour pouvoir s'en sortir. Cela dit, il reste des notes de Cabrillo et qui donnent à penser que Noronha était d'une famille aisée, Fernando de Noronha, dont je vous ai parlé avant, qu'il était instruit, il serait né en Espagne et a fui le Portugal en 1492 à l'expulsion. 2 ans après, problème au Portugal pour les Juifs qui sont obligés de se forcer de se convertir ou vendus comme esclaves. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'un petit-fils d'Abrabanel sera volé à ses parents et confié à une famille chrétienne. Alors, on a évidemment affaire à de nouveaux conversos, des gens qui vont plonger dans la clandestinité, et les Juifs eux-mêmes se désignent comme Anousim, c'est-à-dire convertis contre leur gré. Anousim, c'est un mot qu'on retrouve dans des tfilotes. Les Juifs, ou les conversos, représentent 10% de la population du Portugal, mais 75% du commerce, des commerçants. Et donc, ils sont essentiels au royaume. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. C'est pour ça qu'on les oblige à cette conversion, parce que leurs compétences restent présentes. Alors, nous avons des nouveaux chrétiens autorisés à aller dans le Nouveau Monde, et il y a une statue de Cabrillo à San Diego, donc ce monsieur qui est mort dans une bataille avec les Indiens. Et figurez-vous qu'en 1997, un timbre a même été émis à San Diego à la mémoire de Cabrillo avec son effigie. Il y a aussi beaucoup de rues, des écoles qui portent son nom. Il est donc un personnage estimé encore aujourd'hui, parce que son histoire est assez relativement courte. Cela dit, tous les découvreurs ne sont pas des conversos, et la prochaine fois, nous allons parler de M. Magellan. Oui, Magellan, d'accord. Chrétien de souche, pas de problème.
mais il est accompagné d'un pilote juif, évidemment. Voilà pour ce soir. Merci à vous, Toda Rabba. Avec plaisir. Voilà, alors maintenant, s'il y a des questions, avec plaisir. Dommage que ça s'arrête. Nahon. Sinon, après, on embrouille un petit peu les idées. On va reprendre ça la semaine dans 15 jours. Meratek, Ivrit, Meratek. Moi, je veux bien continuer, mais je crois que ça va faire un petit peu trop. Moi, je peux, mais c'est un peu fatigant pour les gens qui écoutent passivement devant leur écran. C'est un peu plus astreignant. C'est passionnant. C'est passionnant. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Il y a un monsieur qui t'a écrit ça dans les messages. Voilà, alors. Il y a un monsieur qui écrit « La bibliothèque de Christophe Colomb est venue à Marseille en 1998. Un quart des documents étaient en hébreu. Les meilleurs cartographes étaient les Juifs des Baléares. François Ier demande à voir le testament d'Adam. Ce navigateur juif est arrivé à pied de Pologne pour fuir les pogroms. » Alors, ces informations, ouais. J'habite Marseille, j'ai vu la bibliothèque de Christophe Colomb et j'ai été absolument stupéfait de découvrir le contenu en hébreu, tant des cartes de géographie que des documents. Une autre partie de ces documents était en arabe, une autre partie en latin et le reste était en espagnol. Mais la carte qu'il avait, il paraît que le professeur de géographie qui commentait l'exposition nous a dit que c'était une véritable histoire d'espionnage. Toutes les têtes couronnées d'Europe essayaient de s'emparer des cartes produites par les géographes juifs des Baléares qui lui avaient remis leur truc. En ce qui concerne le deuxième point, François Ier s'était révolté contre la décision du pape à propos du traité de Tordesillas. Et il avait eu cette phrase humoristique qui consistait à dire « Moi, je veux voir le testament d'Adam qui donne la moitié de la planète aux Portugais et l'autre moitié à Adam. » Ah d'accord. Ah oui, c'est amusant. Je ne me rappelle plus ce que j'ai écrit encore. Voilà. Le navigateur juif arrivé à pied de Pologne. Voilà. Alors, à propos de Gaspard, quand il est arrivé, quand les Portugais sont arrivés en Inde, ils ne trouvaient pas d'interprète et ils ont trouvé quelqu'un qui parlait d'une langue européenne, le latin ou je ne sais plus laquelle. Ils ont été stupéfaits, ils lui ont demandé qui il était et il a dit qu'il était un juif qui, pour fuir les pogroms polonais, avait traversé toute l'Europe et était arrivé jusqu'en Inde à pied. Oui, donc, ça ne colle pas avec l'histoire. Hein. Bon, enfin… Non, mais je ne mets pas du tout en doute ce que vous dites, mais ça ne colle pas avec l'histoire parce qu'à la fin du XVe siècle, il n'y avait pas de pogrom en Pologne. Oui, je connais l'histoire de Casimir. Ce que je vous cite, c'est la référence. C'est un bouquin écrit par une très grande bibliothécaire française sur Albuquerque, l'homme qui a succédé, le deuxième vice-roi des Indes, après je ne me rappelle plus… après le premier là, que vous avez cité, et vous disiez qu'il avait un parrain juif, le Portugais qui a atteint les Indes, effectivement, mais si vous regardez sa tombe dans la capitale de… Kerala, à Calicut, où il est enterré, vous remarquerez que sa tombe est surélevée, mais qu'entre les pieds de la tombe et le sol de l'église, il y a quelque chose comme s'il n'était pas chrétien, qu'il fallait l'isoler. Voilà. Voilà. C'est intéressant, mais effectivement, il ne l'était pas. Et il était con. Vous avez entendu ce que disait Vespucci à propos de Gama à propos de sa conversion, qu'il a changé de religion comme un serpent change de vieille peau. Donc, ce n'était pas du tout une conversion sincère. Voilà, mais c'est un homme qui a… Mais le fait qu'il vienne de Pologne, moi,
Je veux bien que cette dame elle ait écrit ça, mais je pense que ce n'est pas exact. Parce que d'abord, c'est une période, ce n'est pas que Casimir, ça dure beaucoup plus longtemps. Fin du 15e, il n'y a pas de pogrom. Les pogroms commencent bien plus tard en Pologne. Et ensuite, quelle compétence en navigation aurait une personne qui habite en plein dans les terres, très très loin des rivières et des mers ou des océans? C'est la deuxième question qu'on peut se poser. Il pouvait être au bord de la Baltique. Enfin, moi, je l'ai lu dans Albuquerque. Oui, non, mais je ne mets pas du tout en doute. Voilà. Et c'est peut-être qu'il a pris ses connaissances, il les a acquises au cours de ce très long trajet. Voilà. Vous parliez des Arabes qui connaissaient les Indes depuis 90 ans. C'est une conséquence du Coran. Parce que dans le Coran, les marins arabes qui partaient d'Arabie en direction de l'Inde, ils avaient une obligation quand ils avaient des rapports avec des femmes sur le littoral. Ils n'avaient aucun compte à leur rendre, sauf si elle avait un enfant, et que cet enfant était élevé selon la loi coranique. Oui. Dans ces circonstances, ils étaient tenus d'assurer le gîte et le couvert, enfin, l'entretien de la mer. Et c'est comme ça que les musulmans d'Arabie ont conquis jusqu'au sud de la Chine par le truchement de cette méthode. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ensuite, concernant Ferreira, vous savez que nous avons l'équivalent en France, et c'est comment dirais-je, en France, Ferreira, c'est devenu Pereire. Oui, Pereire, bien sûr. Pereire, ils sont célèbres, en particulier un, c'est celui qui a fondé les chantiers de l'Atlantique. Absolument. Qui a construit la France et qui a construit le PLM, l'ancêtre du chemin de fer français. Oui. Voilà. Mais c'est bien pour ça que j'y ai fait référence. C'est une très grande famille, les Pereira. Maintenant, ça veut dire que tous les Pereira étaient juifs. Mais on peut imaginer que oui. On peut imaginer que oui. L'histoire du Cap-Vert est très intéressante, mais ce n'est pas l'objet. Voilà. Enfin, la mousson, c'est quand même deux points importants de navigation. Quand les Portugais ont commencé à remonter dans l'océan Indien, il y avait énormément de mortalité à cause du scorbut. Oui. Et là, ils ont fait une découverte qui leur a permis, qui a développé la navigation mondiale. Ils ont découvert les agrumes, les oranges et les citrons. Ils ont découvert la vitamine D. C. Et voilà, ça leur a permis d'allumer le deuxième étage de la fusée. La navigation de Colomb, c'était 3 mois. Les autres, c'était 1 an après. Et quant à la mousson, c'est un secret que les Portugais ont volé en enivrant un Arabe sur la côte de Zanzibar. Ils ont enivré un Arabe et ils ont fini par avoir le secret de la renverse de mousson, la mousson d'Est et d'Ouest. Et voilà. Fernando de Noronha, au large du Brésil, c'est un archipel absolument splendide. C'est devenu un site de toute beauté. Et le nom du Brésil, je crois que ça vient précisément du nom de l'arbre. L'arbre rouge, c'est le Brésil. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment parce que j'ai appris énormément de choses. Je suis passionné par ça, vous l'avez vu. Oui, je vois. Vous en savez beaucoup plus que moi. Ah non. Véritablement, j'écouterai la suite avec grand plaisir. Vraiment avec plaisir. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Comme nous tous. Merci, Nicole. En ce qui concerne les Ferrer, il y avait aussi les frères Ferrer qui ont financé Haussmann au temps de Napoléon III. Exactement. Mais c'est une très grande famille, la famille Pereire. Mais on sera amené certainement à en parler, mais pas du tout l'objet. Je l'ai juste mentionné comme ça en passant. C'est comme l'histoire des enfants juifs déportés au Cap-Vert. Je voulais rementionner parce qu'on en avait parlé quand on a parlé des Juifs du Sahara. Voilà, tout se recoupe, tout se rejoint. C'était à peu près comme les Rothschild. Tout à fait. Je trouve extraordinaire quand même ces gens au XVe siècle, XVIe siècle, qui se sont lancés dans des aventures incroyables. En l'espace de 50 ans, entre la naissance de l'imprimerie, la découverte et l'apparition du protestantisme, en 50 ans, la planète a changé du tout au tout. Absolument, tout à fait. C'est fabuleux. Ah, c'est impressionnant. Voilà. D'autres questions ou d'autres interventions?
Ferrari ou Ferrari? Avec F ou P? De qui vous parlez? La famille Ferrari ou Non, vous Ferrari? parlez de Pereira. Pereira. Ah, P. Pereira. Ça fait Est-ce que les penser à Ferrero, ça marche aussi? la On marque. avait des la marque Pereire de en Bonneville. France. Voilà. Razak, Georges, Kolakavot. Merci beaucoup à toi. Charcoir. Bonne soirée à tout le monde. À dans 15 jours. Charcoir. Et Refoua Shalema.